Entre les 21 et 28 mai 1871, Paris insurgé fut le théâtre d'une lutte meurtrière. Cette semaine sanglante, qui mit fin à la Commune de Paris, coûta la vie à 15 000 Parisiens au moins. Elle laissa également en cendres de prestigieux monuments, l'Hôtel de Ville, le Palais d'Orsay, la chancellerie de la Légion d'honneur, et surtout le château des Tuileries, siège immémorial du pouvoir monarchique. Le 23 mai au soir, en effet, la Commune agonisante avait ordonné sa destruction symbolique. De ce chef-d'œuvre élevé par Catherine de Médicis, rien ne subsiste. Sa disparition laisse un vide entre les bras du Palais du Louvre, qui n'en sert plus rien, comme tendu dans le vide, bêtement. Qui se souvient encore du château qu'ils embrassaient? Qui se souvient que le musée du Louvre et ses collections ont failli subir le même sort? Qu'il s'en est fallu de peu? Eh oui, le pavillon de Flore et l'aile qui court le long de la Seine, et puis le pavillon de Marsan qui lui fait face, ainsi que l'aile qui longe la rue de Rivoli, ont été effectivement dévorés par les flammes. La bibliothèque impériale, logée au cœur du palais du Louvre, a brûlé elle aussi, ensevelissant sous ses décombres calcinés des trésors de bibliophilie. Quant au musée, il n'a dû sa sauvegarde qu'au courage de deux oubliés de l'histoire, un conservateur destitué par les communards que rien ne prédisposait à la résistance armée, Henri Barbet de Jouy, et un officier de chasseurs à pied, le commandant Bernardi de Sigoyer, qui, plutôt que de poursuivre le combat fratricide, mit bas les armes afin de sauver le sel de la civilisation. Dans l'avalanche de prises de position qu'a suscité la tragédie de la Commune, l'incendie partiel du Palais du Louvre a été peu à peu occulté, parfois volontairement. Ainsi, les deux héros qui le sauvèrent ont-ils été gommés des mémoires. En restituant la course contre la montre à laquelle, dans le fracas des combats et la touffeur du brasier, se sont livrés ces deux héros pour conjurer le désastre, ce récit veut leur rendre justice, en même temps qu'il remet en lumière un épisode saillant de l'iconoclasme, dont l'époque contemporaine marque malheureusement le regain. Avant cette guerre civile qui ne veut pas dire son nom, il y avait eu la défaite de la nation. Amoindri par la maladie, Napoléon III s'était laissé entraîner dans une guerre contre la Prusse, à laquelle ni ses ministres ni ses généraux n'étaient préparés. La ruée prussienne avait déferlé sur le territoire, balayant d'un trait l'étincelante armée impériale, puis dépeçant une à une les maigres forces de la Troisième République tout juste proclamée. Déclarée le 19 juillet 1870, la guerre n'avait pas duré 6 mois. Paris seul avait résisté. Investi dès la mi-septembre, bombardé, affamé, bondé des débris de l'armée, la ville avait crânement soutenu le siège jusqu'à l'armistice, signé par le gouvernement de défense nationale le 28 janvier 1871. Cette reddition, la capitale invaincue la regarda comme une trahison, et les jours qui suivirent ne firent qu'accroître son indignation. Ce furent tout d'abord les Prussiens qui, avec l'accord du chef du gouvernement, Adolphe Thiers, défilèrent sur les Champs-Élysées. Puis, ce fut l'Assemblée nationale fraîchement élue, qui ne siégerait plus au Palais Bourbon, mais à Versailles. Cette assemblée encore, qui, à l'instigation de Thiers, accula les Parisiens à la banqueroute. En effet, le siège avait été si long qu'on avait décrété le moratoire des dettes et des loyers. C'était le seul moyen de soulager une population condamnée au chômage par l'encerclement. Et quoi? Tout juste élu, l'Assemblée n'avait rien trouvé de mieux que de voter la levée du moratoire. Paris grondait, Paris bouillonnait. Aussi, quand le 18 mars, Thiers entendit récupérer les canons parqués dans les arsenaux de la capitale, et notamment à Montmartre, les Parisiens s'y opposèrent. Il est vrai que, par une souscription massive, ils avaient contribué à leur armement. Ils n'en étaient pas propriétaires pour autant. Il reste que des soldats avaient pactisé avec les protestataires, que 2 de leurs généraux avaient été fusillés par la populace, que Thiers avait reculé. En proclamant la Commune quelques jours plus tard, Paris s'affranchissait de la France.
Un second siège débutait. La commune proposait un modèle propre de république sociale, une expérience pilote de principes parfois visionnaires, le droit de vote aux femmes, l'abolition de la conscription, la séparation de l'Église et de l'État. Versailles ne l'entendait pas de cette oreille. Thiers plaça à la tête de son armée le maréchal de MacMahon, le vaincu de Sedan, avec pour mission de regagner le terrain perdu. Alors que les Prussiens, comme au spectacle, cantonnaient toujours dans les forts de Saint-Denis, Romainville ou Vincennes, MacMahon s'employa à anéantir les avant-postes de la commune, Neuilly ou le fort d'Issy. Thiers l'a proclamé tout net, l'expiation sera complète. Paris l'a-t-il entendu? Le 21 mai, peu avant 17 h, l'armée de Versailles pénètre dans Paris comme par le chat d'une aiguille. Au même instant, la commune, insoucieuse de ses faiblesses, offre à ses pupilles un concert dans le jardin des Tuileries. On se cherche dans les ténèbres, on se parle bas, on prend de l'espoir, on s'en donne. Au carrefour, on se consulte pour se donner les positions, puis à l'œuvre. En avant, la pioche et le pavé, que les pierres cimentées de haine se pressent les unes contre les autres, comme les poitrines sur le champ de bataille. Le lendemain, 22 mai, il fait encore nuit et Paris se couvre de barricades. Pas moins de 900 en quelques heures. Rien d'autre que la stratégie instinctive d'un peuple trahi. Ces barricades se dressent comme par réflexe à la gabegie. Elles compensent spontanément le système défensif mis en place par le Conseil de la Commune et son bataillon de barricadiers, emmené par Napoléon Gaillard. Ce cordonnier pris d'importance croit avoir fortifié les points névralgiques de la capitale. Il a hérissé de chicanes et de redoutes l'axe majeur qui, depuis l'Étoile, emprunte les Champs-Élysées puis la rue de Rivoli. Autoproclamé Vauban de l'insurrection, Gaillard martèle à qui veut l'entendre les mérites de l'enceinte intérieure. Il est vrai que le dispositif qui verrouille la place de la Concorde en impose. Les Parisiens l'ont aussitôt baptisé Château Gaillard. Seulement, c'est oublier que la grande dorsale de Paris, qui conduit tout droit à l'hôtel de ville, son cœur symbolique, peut être contournée de tous côtés. Et cela d'autant plus facilement que, au nord comme au sud, le baron Haussmann a, durant tout le Second Empire, tailladé la ville de larges avenues. L'armée régulière s'empare en quelques heures des quartiers de l'Ouest, majoritairement acquis au gouvernement de Versailles. De leur côté, les chefs communards peinent à mobiliser leurs gardes fédérés. À l'aube de ce 22 mai, le peuple de Paris comprend qu'il lui revient, à lui et à lui seul, de sauver la commune. Ces tout petits bourgeois ont bravé les Prussiens. Affamés, mal commandés, ils n'ont rien cédé. Ils ne se sont pas rendus malgré l'hiver, malgré les obus. Invaincus, ils se croient invincibles. C'est aussi cette certitude qui, ce matin, les porte à déchausser les pavés. Au soir de cette journée, l'armée de Versailles semble temporisée. Elle progresse par les franges périphériques, certes, mais son centre marque le pas. Le front semble se stabiliser de la gare Saint-Lazare à celle de Montparnasse. Cette configuration désigne la place de la Concorde comme le pivot de la reconquête. Encore quelques heures, et l'ensemble que compose la Concorde avec le jardin des Tuileries et le Louvre formera un saillant accrochant les Versaillais dans leur marche vers l'Est. Encore quelques heures, oui, et le plus beau musée du monde ne sera qu'un poste avancé au front des combats.
Au musée du Louvre, on ne prend pas immédiatement la mesure de la tragédie qui se noue. Barbet de Jouy, un conservateur fidèle à l'Empire aboli, note dans son journal « 22 mai, journée tranquille ». Cet Henri Barbet de Jouy a naturellement été démis de ses fonctions, mais il semble surseoir à son propre limogeage, insensible aux menaces d'arrestation. Placé devant le fait accompli, le peintre Gustave Courbet s'est accommodé de ce récalcitrant. Il en a fait le garant, en quelque sorte, de l'inventaire du musée. Or, Courbet, c'est un peu pour la Commune le président des artistes. À ce titre, il s'est cru autorisé à demander le démontage de la colonne Vendôme. Il s'est finalement laissé entraîner dans sa destruction pure et simple. Le reste de son temps, Courbet l'occupe à donner corps aux soupçons de spoliation, de dissimulation d'œuvres d'art au profit de la famille impériale et de ses complices, à commencer par Émilien de Neuerkerk. Surintendant des beaux-arts sous le Second Empire, Neuerkerk a été durant tout le règne l'arbitre du goût officiel. Seulement voilà, au lendemain de la proclamation de la République, il a fui. On l'accuse naturellement de toutes les turpitudes. Barbet de Jouy s'indigne de tant de calomnies, mais qui peut-il, lui, le conservateur officiellement destitué? Au Louvre, ce ne sont maintenant que perquisitions, intrigues, accusations immédiatement démenties par l'enquête. La commission de surveillance des collections publiques, dûment placée sous l'autorité de Courbet, cache à peine son ambition spécifique: dresser la liste des biens subtilisés par les monarques en fuite. De fait, il manque bien des tableaux aux 6 messes du musée. On crie depuis des mois à la dissimulation crapuleuse, mais chacun le sait, l'Empire à l'agonie a procédé de la manière la plus extraordinaire à la première opération de sauvegarde des collections publiques jamais envisagée dans l'histoire. Le 29 août 1870, alors que déjà le sort funeste des armes semblait scellé, l'impératrice Eugénie, flanquée du ministre de la maison de l'empereur, le maréchal Vaillant, avait dans le plus grand secret convoqué le comte de Neuerkerk. Mon cher comte, la situation militaire, vous le savez, ne laisse guère l'espoir. Il est fort probable que les Prussiens investissent Paris sous peu, ou qu'ils écrasent la ville sous leurs obus comme ils l'ont fait à Strasbourg. Et savez-vous ce qu'il reste des collections d'art de Strasbourg? Rien. Aussi, vous retirerez des salles du Louvre les tableaux les plus précieux pour les mettre en lieu sûr. Certainement, Excellence. Mais où? Sur un navire, prêt à cingler pour l'autre bout du monde. Sur un bateau? Imaginez le risque, madame. Une avarie, une intempérie, ou même pire, une mutinerie au port d'attache. À Brest, de toute manière. À l'abri de l'arsenal. Ces trésors ne peuvent être laissés à la portée de nos ennemis. Ces gens-là se souviennent trop bien des saisies de l'Empire. Je veux dire, du Premier Empire, à la suite des victoires de l'oncle de Sa Majesté. Oh, il nous dépouillerait, c'est certain. Établissez sur le champ une liste de vos chefs-d'œuvre irremplaçables. Ce sera fait, madame. Mais après, il faut des brassures pour décrocher les toiles, pour les décadrer, pour les mettre en caisse. Et ces caisses, ils restent à les transporter. Or, tous les hommes valises sont au front. Faut encore des trains. Quand il en manque pour la troupe, faut des gardes. Faut des entrepôts qui ne craignent ni l'humidité ni le sel. Dites, et vous aurez. Dites, mais n'ébruitez pas. Que filtre la moindre rumeur de déménagement et ce seraient les mois. Et quand je dis les mois, j'entends l'émeute, n'en doutez pas, mon ami, la révolution. C'est pourquoi vous vous contenterez d'invoquer une mesure de précaution, une simple mise à l'abri des œuvres. Dans des caves, par exemple, de sorte que personne ne s'imagine qu'elles sortiront du Louvre. De la même manière, vous tromperez l'intendance de l'Arsenal. Sa Majesté voit juste. Au reste, vous prendrez soin d'inscrire au pochoir cette mention sur les caisses « Envoi au Gabon ». Ainsi, les curieux se perdront-ils en conjectures. Quand dois-je partir, madame? Partir? Mais pourquoi donc? Il faut que j'organise le transport des œuvres d'art. Mais vous n'y songez pas, mon ami. Il est hors de question que vous vous produisiez là-bas, on vous reconnaîtrait. Imaginez qu'un malveillant apprenne ce qui se trame. Quant à l'arsenal, je m'en porte garant. L'Hermione mouillera quelques coudées de l'entrepôt qu'on vous aura assigné, prête à appareiller à la moindre alarme. Allez, courez préparer l'évacuation. Le temps nous est compté, croyez-moi. Dès le 31 août, quand tout manquait, les bras, les trains, les ordres,
un premier convoi s'était ébranlé en direction de Brest. Dans les fourgons, 43 chefs-d'œuvre, dont La Vierge à l'enfant avec Sainte-Anne par Léonard de Vinci ou La Belle Jardinière par Raphaël. Le lendemain, un autre convoi emmenait 99 tableaux, dont La Joconde, et le 2, alors même où Napoléon III rendait son épée au roi de Prusse. Un autre emmenait Les Noces de Cana de Véronèse, roulé en dépit de son état critique. Enfin, le 3, 93 fleurons de la peinture française, des Poussin, des Lebrun, des Rigaud. En 4 convois et à peine plus de 3 jours, le plus dilettante des surintendants avait mis en sûreté 293 tableaux, soit la moitié des peintures alors exposées au musée. Et sans le moindre dommage, un tour de force que seul l'affalement de l'Empire avait interrompu. Sans cela, le Louvre eût été vidé. L'épisode n'est pas à négliger. Pour la première fois, des œuvres d'art étaient regardées comme un trésor d'État, aussi digne d'être mises en sûreté que l'encaisse or de la Banque de France. Quelques grands cadres vides restaient accrochés au mur, tandis qu'un numéro tracé à la craie sur le rouge du badigeon indiquait la place des toiles et des tableaux enlevés. Toutes les armoires étaient vides dans les salles les plus exposées aux projectiles, les œuvres qu'elles contenaient ayant été transportées à l'abri de tout incident. L'administrateur délégué par la commune s'empressera de faire porter à la place de ces vides pathétiques cette infamante inscription « Disparu ». Tout n'a pas disparu pour autant. À côté du cabinet des Flamands, il reste les Français du XVIIIe siècle et de l'époque romantique. Sont encore suspendus le radeau de la Méduse intransportable et le cuirassier blessé par Géricault, ou encore le sacre de Napoléon Ier par David, que la commune aurait volontiers soustrait au regard du citoyen affranchi de la tyrannie. Et voilà soudain tous ces trésors insignes promis à la fureur des combats. Le 23 mai, au lever du jour, l'armée reprend son mouvement enveloppant. Cependant, pas question pour MacMahon de laisser s'enquister le réduit de la Concorde. Le plan du généralissime tient en peu de mots. Repousser en bloc les insurgés vers l'Est, les acculer à la barbe des Allemands, et là, réduire un à un leurs points d'appui, quitte à pilonner sans relâche Charonne, Belleville et Ménilmontant. Il faut donc anéantir les barricades de Gaillard et les batteries rebelles qui s'y cramponnent. Et pour cela, rapprocher les tirs d'artillerie. Dans l'après-midi, les obus versaillais endommagent le ministère des Finances, rue de Rivoli, et tombent déjà à quelques pas de la façade du château des Tuileries. Dissimulé derrière cet écran, le Louvre et ses collections s'exposent au pire. C'est le général communard Brunel qui tient le verrou de la Concorde, un ancien officier de l'armée impériale qui s'est illustré lors du premier siège. Il comprend qu'il ne tiendra pas longtemps. La rive gauche résonne de bruits de combat au-delà déjà du Palais Bourbon. Ce monument massif aurait dû faire un pendant efficace au château Gaillard. Mais aucun coup de canon n'en est parti. Et de ce côté-là de la Seine, la lutte, ses saccages, ses pillages, progressent vers l'est à travers le faubourg Saint-Germain. Rive droite, la position ne vaut pas mieux. La place de la Concorde peut être tournée à tout moment par le nord. Le boulevard Malesherbes va nous tomber sur le dos, ne cesse de répéter Brunel. Aussi fait-il doubler à la hâte la barricade de la rue Royale. Quelques heures plus tard, il fera incendier ce poste avancé. Le brasier, le premier, se propagera et emportera quelques bons bourgeois claquemurés dans leur cave. Il voit juste Brunel. Il n'est pas 1h de l'après-midi que les réguliers enlèvent l'église de la Madeleine. Ils capturent une centaine de défenseurs et les fusillent aussitôt. Depuis les salons de l'hôtel de la Marine où cantonne son état-major, Brunel perçoit le claquement des salves du peloton et les objurgations des suppliciés. Mais il ne peut rien pour ces malheureux. On tiraille déjà sur la place de la Concorde. Les vitres de l'hôtel de la Marine volent en éclats, les salons grouillent d'une foule d'officiers de fortune. Ceux-ci déchargent leurs pétoires aux fenêtres, mais ils ne commandent plus rien. Leurs soldats n'attendent qu'une chose, décrocher. En milieu d'après-midi, Brunel se résout au repli. Il dépêche une estafette à l'hôtel de ville afin d'avertir le comité de salut public, instance exécutive de la commune. La réponse est sans appel. Il faut miner le ministère et le faire sauter en l'abandonnant. Déjà, les artificiers s'activent.
Brunel hésite cependant. Faire sauter la baraque ne les ferait pas, non. Ce qui le retient, c'est l'ambulance, l'hôpital militaire installé dans les salles basses et que, depuis des mois, commande le docteur Mahé. L'ordre du comité de salut public est formel. Incendier et faites sauter le ministère de la Marine. Non mais voyez mes malades, il en arrive de partout. Et regardez dans quel état. Les évacuer, mais vous n'y songez pas. J'y ai pensé, puisque nous sommes là, vous et moi. Vous y pensez, oui. Mais votre religion est faite. Mais qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer? Ne me prenez pas pour un sot. Vous croyez que je les vois pas, vos hommes, à disperser les barils de poudre et les bonbonnes de pétrole? À tirer des mèches soufrées le long des murs? Ah ça, il manque pas d'explosifs, vos gars. Dimanche dernier, il y a une semaine, tout juste, je les ai vus en rentrer 3 pleins tombereaux dans la cour Saint-Florentin. C'est l'ordre du comité. Ces Buse l'exécute. Cet ordre est une folie. L'évacuation est une folie. Nul médecin ne pourrait en endosser la responsabilité. La moitié de ces malheureux n'y survivraient pas. Nous pourrions les rapatrier sur l'hôpital militaire du Faubourg Saint-Martin. Là, au moins, les Versaillais ne mettraient pas la main dessus. Beaucoup de mes patients sont victimes des bombardements prussiens. Ils n'ont rien à voir avec la commune. Ah, parce que vous croyez que les Versaillais feront le tri. Allez demander aux défenseurs de la Madeleine, qu'on a collé au mur, sans procès, blessés ou pas. Mais si j'acceptais d'évacuer, auriez-vous seulement les voitures pour cela? Trouveriez-vous les brancards? Trouveriez-vous les brancardiers? Ça, les brancardiers, ils n'en manqueraient pas. Les camarades n'attendent que ce prétexte pour déguerpir. Quant au reste, je me fais fort de le trouver. L'auriez-vous qu'il faudrait 12 heures au moins pour évacuer ces misérables? Alors, si je vous comprends bien, en somme, vous me demandez de partir, de désobéir. En somme, de décamper et de vous laisser la place. Oui. Mais dites-moi, vous ne seriez pas une taupe de MacMahon par hasard? Allons, vous le savez, nous autres médecins n'avons pas de bannière. Nos infirmiers non plus. Général, c'est bien ce que vous êtes, non? Général, je vois bien à quelle impasse je vous accule. J'exécuterai volontiers vos ordres, croyez-moi. Seulement, nous ne le pouvont pas. Les rues sont coupées de barricades. On s'y bat, la troupe est partout. La mitraille fauche même les chiens. Mes malades n'arriveraient pas vivants. Rabattons-les sur le Louvre. Le 112e y cantonne, nous prendrons leur lit. Et puis quoi? Dans moins d'1 heure, le Louvre brûlera. Oui, comme le reste. Ne me dites pas que la Joconde vous arrêterait, vous ou les autres. Nous ne sommes pas des vandales. Vous vomissez le passé. Vous êtes en guerre contre lui, c'est tout comme. Non? Alors pourquoi ne pas agir comme si l'ordre d'incendier le ministère ne vous était jamais parvenu? Allons, général. Un geste raisonnable. Au milieu de tant de folie. Le comité ignore peut-être l'existence de cette ambulance. Je pourrais quérir de nouvelles instructions. Ce serait en vain. Il faudrait savoir. Regardez cette lueur dans le ciel. Il est minuit et l'on s'y reconnaît comme au grand jour. Voyez, vous dis-je, la rue de Rivoli flambe déjà. Filez! Filez. Quand Brunel évacue le ministère de la Marine, la rue de Rivoli, en effet, lui semble un four. Ce ne sont pas seulement les façades éventrées du ministère des Finances que des fuyards ont incendiées. Les Tuileries, elles aussi, brandissent des herses de feu. La veille, alors que Brunel tenait ferme son château Gaillard, un autre général de la commune a pris possession des Tuileries. Il s'y est retranché, plutôt. Sans ordre, sans que la situation l'y contraigne, il a déserté le palais Bourbon qu'il était censé défendre. Ce général peu enclin à se dépoitrailler sur les barricades, c'est Bergeret. Jules Bergeret, un typographe, un ancien voltigeur de la garde impériale, ou plutôt l'ancien commis aux écritures du régiment des voltigeurs de la garde. Quel renfort espère-t-il du palais des rois? N'y cantonne qu'une trentaine de gardes fédérés affectés à un maigre parc d'artillerie. Ces gars-là ne pensent qu'à détaler. Bergeret prend possession des appartements de l'impératrice déchue, vides ou presque. Comme le reste, vides les grands salons, la salle du trône, la galerie de la paix, vide parce que tout le temps qu'a duré la guerre, on y a installé ici un hôpital de campagne, là une cartoucherie. Parce que tout le temps qu'a duré la commune, on y a donné des concerts populaires au profit des fédérés blessés ou de leurs familles.
Et pour ne pas offusquer le regard, la commune a soigneusement décroché des murs les portraits des monarques et des princes. Quelques vols ont achevé la mise à nu, mais quoi? Rien d'autre que du linge de maison, des soieries, des rideaux, peu de choses. De menus larcins auxquels incitait sans le vouloir une affiche placardée un peu partout dans le château. Peuple, l'or qui ruisselle de ces murs, c'est ta sueur. Assez longtemps tu as alimenté de ton travail, abreuvé de ton sang, ce monstre insatiable, la monarchie. Aujourd'hui que la Révolution t'a fait libre, tu rentres en possession de ton bien. Ici, tu es chez toi. Mais maintenant que les concerts se sont tus, maintenant que le peuple reflue vers ses pénates industrieux de l'Est, une préoccupation s'impose au chef de la commune. Que ferons-nous des Tuileries? Le matin du 23, la question barre encore la une d'une gazette communarde, Le Vengeur. Elle torture maintenant l'esprit inquiet de Bergeret. Celui-ci fait atteler une voiture et se précipite à l'hôtel de ville. Là, en effet, se prennent les ordres. Quand il y parvient, que trouve-t-il? Les quelques membres du comité de salut public qui n'ont pas fui ou qui ne se battent pas les armes à la main. Parmi eux, Delécluze, le guide de la commune, un révolutionnaire malchanceux en proie au pire désarroi. Il crie « Le feu, Bergeret, le feu, partout !» Après le ministère de la Marine, après la barricade de la rue Royale, faut-il donc brûler le vieux palais de Catherine de Médicis et ses prestigieux décors? Car si le mobilier et les objets d'art ont pour la plupart été mis à l'abri, les décors, eux, les lambris, leurs ors, nombre de tableaux, tout reste en place. Alors, faut-il sacrifier ces splendeurs? Oui. Les partisans de la commune diront « Des incendies ont été allumés pour répondre à la prise de Montmartre le 23 à 15h et au massacre qu'elle a déchaîné. » Les partisans de l'ordre diront « Les massacres n'ont débuté qu'en réponse aux incendies. » Foutaise que tout cela. Dès le 22, des chefs communards minaient les palais et les hôtels de la rive gauche, à commencer par la chancellerie de la Légion d'honneur. À l'opposé, avant même que fût grattée la première allumette, les Versaillais passaient par les armes les fédérés capturés à la Madeleine. « Nous sommes pris entre deux bandes de fous », s'était exclamé Clémenceau, désemparé face à tant de haine. Marx en personne joindra sa voix aux jérémiades du lendemain, celles qu'on déroule après coup, d'un camp comme de l'autre, pour justifier sa propre barbarie. La commune a employé le feu strictement comme moyen de défense. Elle l'a employé pour interdire aux troupes ces longues avenues toutes droites qu'Haussmann avait expressément ouvertes pour le feu de l'artillerie. Non, les incendies de la commune n'ont arrêté personne. En outre, aucun départ de feu n'est signalé le long des percées haussmanniennes. Ces incendies volontaires, 240 pour la seule nuit du 23 au 24, n'obéissent pas à une méthode. Ils s'en prennent aux symboles. À ceux de l'oppression politique tout d'abord, à ceux du pouvoir économique encore, et tout aussi naturellement, aux symboles de la tutelle spirituelle. Ainsi, dans la journée du 24, sera-t-il tenté de mettre le feu à Notre-Dame de Paris. Une poignée d'enragés entassera à la croisée du transept les balustrades du maître-autel, les bancs d'œuvre, des volets de chaises paillées, enfin, tout ce qui brûle, les micelles, les chasubles, les cierges, bien entendu. Il suffira de quelques bidons de pétrole sur ce bûcher pour que le feu tutoie les voûtes. Ce sont les infirmiers de l'Hôtel-Dieu et les habitants de la cité qui, dans un élan spontané, le maîtriseront à temps. De toute manière, dès avant l'assaut, des réserves de pétrole et autres matières inflammables avaient été réquisitionnées par le conseil de la commune. Le 16 mai, Vallès pouvait ainsi, depuis les colonnes du Cri du Peuple, avertir Adolphe Thiers. On a pris toutes les mesures pour qu'il n'entre dans Paris aucun soldat ennemi. Les forts peuvent être pris l'un après l'autre, les remparts peuvent tomber, aucun soldat n'entrera dans Paris. Si Monsieur Thiers est chimiste, il nous comprendra. Que l'armée de Versailles sache bien que Paris est décidé à tout plutôt que de se rendre. Bergeret baigne dans un climat. Il n'est pas un pyromane, non. Tout simplement, le peuple de Paris ne jure que par le feu. Jamais on n'a mis autant de soin à miner un monument de l'art. Bergeret et son état-major ont fait venir 5 tombereaux de bonbonnes de pétrole, de barils de poudre et surtout de bidons de goudron liquide, une poisse hautement inflammable à partir de laquelle se fabrique le gaz d'éclairage. La poudre, on en monte une grande quantité dans le salon des maréchaux. Cette salle,
premier étage du pavillon L'Horloge, c'est un peu le pivot du château. Elle tient son nom des 12 portraits en pied de maréchaux d'Empire qui en animent le décor solennel. De la poudre ici, parmi ces briscards de la tyrannie impériale, ça leur semble naturel aux incendiaires. Ils y déversent de pleins barils dont ils répandent le contenu à la pelle. Le reste, ils le regroupent bien au centre, solidement ceinturé de cordes. Ce n'est pas seulement l'incendie qu'on escompte, mais le choc de la déflagration. On ne s'active pas moins du côté du pavillon de Flore. On le présume plus résistant. Napoléon III l'avait fait entièrement reconstruire et couvrir d'une charpente métallique. C'est pourquoi le gouvernement de défense nationale, puis la commune, y avait fait mettre sous scellé une partie du mobilier et des objets d'art saisis dans les appartements des souverains. L'aile opposée, du côté de Marsan, au nord, abrite la chapelle, la salle de spectacle, celle des délibérations du Conseil d'État. Les architectes Percier et Fontaine y ont, sous le Premier Empire, lancé un monumental escalier. Ces vastes volumes n'en absorberont que plus de matière inflammable. Le pétrole, on en imbibe les parquets à la serpillière. Le goudron liquide, on en badigeonne les tentures au balai-brosse. On en asperge les rideaux de Seine, on en engorge les garnitures de siège. L'escalier d'honneur ruisselle de poids. Des pelletés de poudre y sont dispersés à la volée. C'est un jeu, mais il pique les yeux. Les vapeurs toxiques vous arrachent les larmes, bientôt les bronches. C'est intenable. Il ne reste bientôt qu'à s'extraire de l'étouffoir. Au dehors, les pétroleurs éraillés, poissés de goudron et noirs de poudre, s'affairent à nouer des tapons d'étoupe au bout de longues perches. Ils les imbibent de pétrole, les allument et les enfournent par les huis béants du château. Bientôt, la vieille maison brame de toutes parts, grésille, craque. Il est 9 ou 10 heures du soir, en ce 23 mai. L'heure peut-être de prendre un souper froid, non ? C'est précisément ce qu'un complice de Bergeret, Kaveski, propose à ses camarades. Et il les entraîne sur les balcons de l'ancien ministère d'État, depuis lesquels le spectacle est incomparable. On trinque au succès évident de l'entreprise. Le vin aidant, Bergeret se rengorge et adresse ce message au comité de salut public. Les derniers vestiges de la royauté viennent de disparaître. Je désire qu'il en soit de même de tous les monuments de Paris. Il est un peu plus de 23 heures quand Barbet de Jouy, assoupi, est réveillé par un employé du musée. « Les Tuileries sont en feu! Les Tuileries sont en feu !» Le château, dévoré de toutes parts par les flammes, est relié au palais du Louvre, c'est-à-dire au musée, au moyen de 2 galeries. Par les pavillons de Flore et de Marsan, le feu s'y engouffre. Les collections sont directement menacées. Chacun pressent le danger. Le Louvre s'affole. En capitaine qui s'improvise, Barbet compte ses forces. Il rassemble les gardiens les plus décidés et renvoie chez eux ceux que les chefs rebelles avaient enchaînés à de vaines et harassantes besognes. Il bat le rappel de ses collaborateurs. Parmi eux, Héron de Villefosse, archiviste paléographe, que sa jeunesse désigne pour les missions d'urgence et les courses folles à travers les galeries du musée. La troupe se rue chez les délégués de la commune, ceux qu'avait désignés Courbet. Outre Hérault, un mauvais peintre obnubilé par les turpitudes supposées du régime aboli, Barbet et ses hommes trouvent dans l'ancien appartement du surintendant le sculpteur Dalou, sa femme et Georgette, leur fille gravement handicapée. Voyez ce rougeoiement sale qui palpite aux fenêtres. Les Tuileries flambent, monsieur le délégué. Oui, je le vois. Vous rendez-vous compte de l'horreur? De l'étendue du crime? Oui. Oui, maintenant, oui. Ce n'est pourtant que l'antre de la tyrannie qui flambe. Une telle ignominie dans la bouche d'un artiste? Et le musée? Oui, justement, le musée. Avez-vous les moyens de le préserver si jamais le feu venait à se propager? Nous ne pouvons que nous mettre à votre disposition. Mais qu'ai-je à faire de vos services, je vous le demande? Oui, vous aviez promis que vous protégeriez la maison, que les combattants n'y pénétreraient pas. Et quoi? Vous y introduisez un bataillon, le 112e, celui-là même qui cantonnait aux Tuileries. Vous obligez nos gardiens à lui aménager des dortoirs. Et vous logez ces officiers dans la chambre de notre directeur. Qu'aurions-nous à faire de votre concours après tout cela? Nous n'y pouvons rien, vous le savez, monsieur. Comment cela? Les gardiens que vous ne préposez pas aux chambrées, vous les embrigadez, vous les jetez dehors dans le tumulte, vous les obligez à dresser des barricades, là, sous la colonnade de Perrault, et toute cette mascarade, sous la menace des baïonnettes?
47 gardiens, toute une nuit, quand on n'en a même pas une centaine pour protéger nos collections. Pouvez-vous m'assurer que vos incendiaires n'ont pas miné les sous-sols du musée? Non. Nous n'en savons pas plus que vous. Vous n'êtes bon qu'à répandre la terreur et le feu. Comme les autres, vous êtes complices de ceux qui font sauter nos monuments et qui brûlent Paris. Je vous défends de m'adresser la parole. Monsieur, nous sommes à votre discrétion. Vos gardiens ont rallié votre cause. Ils sont pour vous. Nous sommes entre vos mains. Que pouvons-nous faire de mieux? Que pouvez-vous faire? Mais sortir? Quitter cette maison? Non, monsieur, non, nous ne pouvons pas. Voyez notre fille comme elle est malade. Vous ne pouvez pas la précipiter dans la fournaise. Cette fournaise est votre œuvre. Croyez-vous qu'une femme souhaiterait pareil massacre? Des femmes se battent au dehors, Elles madame. sont au désespoir. Elles savent que vos soldats en pantalon rouge tueront leur homme, qu'ils tueront leur fils, qu'ils tueront leur frère. Vous méritez ce sort. Nul ne mérite de périr par le fait d'une telle folie. Restez cloîtrés ici, dans ce bureau. Demain matin, j'aviserai. Et de grâce, d'ici là, ne prononcez plus une parole. Barbet fait son coup d'État. Il fait enfermer sous bonne garde les délégués dans l'antichambre de l'huissier. Il les exfiltrera en toute discrétion à l'aube du lendemain, poussant la complaisance jusqu'à obtenir un sauf-conduit pour Londres à Dalou et à sa famille. Revenu en France, le sculpteur connaîtra la célébrité. C'est lui qui réalisera l'allégorie de la République, bientôt inaugurée dans la liesse, place de la Nation. Il est un peu moins d'1h du matin, en cette nuit d'apocalypse, quand une formidable explosion ébranle les murs. Le dôme de la salle des maréchaux s'affale dans un geyser de feu. Il rappelle à tous l'urgence des mesures de sauvegarde. Le feu progresse en dépit d'un léger vent contraire. Si l'on n'intervient pas, le musée flambera. Barbet imagine la grande odalisque léchée par les flammes. Il voit déjà l'officier de chasseurs à cheval cloquant sous l'effet de la chaleur ou lacéré par les vandales, car la ligne de front progresse également. Les balles claquent sous les fenêtres. Elles écorchent les nobles façades. Horrifié, Barbet envoie Héron de Villefausse trouver tous les outils nécessaires au sauvetage. Des haches, des pieds de biche, du sable, des seaux, des lances à incendie s'il s'en trouve. Pourtant, ce n'est pas de là que vient l'alerte la plus pressante. Le toit du pavillon de Richelieu, au cœur même du palais, fume de toutes ses crevées. Ce pavillon massif caractérise le nouveau Louvre de Napoléon III, qui parachève en quelque sorte l'œuvre commencée par Philippe Auguste près de 7 siècles auparavant. Il abrite la bibliothèque impériale et ses 100 000 volumes précieux. On y trouve pêle-mêle l'original du recueil du Sacre de Napoléon Ier par Percier, Fontaine et le peintre Isabey, le cahier des dépenses engagées pour le dauphin à la prison du Temple, ou encore les vélins originaux des Pivoines de Redouté. Preuve de son prestige, la bibliothèque est desservie par l'escalier relié aux appartements du ministre d'État, chef virtuel du gouvernement de l'empereur. Kaveski, l'homme du souper froid, et quelques incendiaires des Tuileries se trouvent pris dans le reflux. Des hommes courent en tous sens, les balles ricochent, fauchent des vies, les exécutions sommaires en raflent davantage. On râle dans la nuit, on enrage, on s'en prend à tout ce qui passe. Le palais royal est la proie des flammes. La petite troupe s'empare de bonbonnes et de barils laissés dans la caserne du Louvre, puis, voyant le travail accompli au palais royal, jette son dévolu sur la bibliothèque impériale. La suite n'est qu'un régal. Inutile de se répandre dans les étages. Il est 4 heures en ce matin du 24, et la part la moins suspecte du génie des hommes s'évanouit en volutes noires. Et maintenant, c'est bien au cœur du Louvre que le feu prend ses aises. Il n'en progresse pas moins par les ailes. Il n'y a pas que les livres ou les galeries de tableaux qui sont menacés. Pris entre la bibliothèque et l'aile de la régie, en flammes jusqu'au guichet, l'ancien ministère des Beaux-Arts recèle son lot de trésors. De lourds cartons, par exemple, enserrent par liasses entières les relevés aquarellés de la mission des monuments historiques, ceux de Viollet-le-Duc à Pierrefonds ou de Duban à Blois. Il est peut-être 5 ou 6 heures, on n'en finit pas de se battre, une 8aine de volontaires pénètrent dans les locaux enfumés déjà et sauvent n'importe comment ce qui peut l'être. Faute de temps, faute de bras, on bazarde tout
par la cage de l'escalier du ministre. Ces péripéties-là n'émeuvent pas longtemps Barbet Jouy. Il comprend très vite qu'elles ne menacent pas directement ses collections. La caserne et ses pignons aveugles opposent un écran au brasier. Le quartier, cependant, n'est qu'un champ de désolation. Rue de Rivoli, des immeubles flambent, tandis que les Versaillais s'y engagent en direction de l'hôtel de ville. Les barricades tombent une à une, quand elles ne sont pas tout simplement désertées. On colle au mur quiconque ait pris l'arme à la main. Quant à ceux qui l'ont balancé aux orties, on les dépoitraille sans ménagement. Que leur épaule droite porte un bleu, forcément causé par le recul répété du fusil, et on les exécute, sans plus de procédure. Pour les plus chanceux, c'est la cavale. Vers 7 heures, Héron de Villefosse signale à Barbet une poignée de fédérés, dont 2 femmes, précise-t-il, qui courent dans la grande galerie d'exposition. Ils braillent, leurs cris se perdent dans les flots d'une bannière écarlate qu'ils déploient dans leur course. Par où sont-ils entrés ? On se perd en conjectures, on verrouille des accès, ce ne sont que des fuyards. Le front des combats, lui, a dépassé le Louvre, constate Barbet à son grand soulagement, et sans la moindre compassion pour les hommes qui gisent dans les décombres des barricades. Le feu n'en progresse pas moins par l'aile de Flore. L'aile, en cours de reconstruction, a été couverte, comme le pavillon, d'une charpente métallique. Rien ne résiste mieux aux incendies. Mais du fait de cette résistance, et aussi parce que dans ces espaces inachevés, rien ne s'oppose à la progression des flammes, il s'y produit un formidable effet d'aspiration. Tandis que les toitures, lentes à se consumer, font couvercle, le vide de la grande galerie happe le feu. Il l'attire irrésistiblement vers le musée, comme un conduit de cheminée horizontale. Vers 8 heures, Barbet consigne dans son journal qu'il approche des guichets, dernier rempart avant les galeries d'exposition. Peu avant 9 heures, 2 officiers versaillais se présentent à lui. Après un bref examen, ils sont formels. Il faut pratiquer une trouée dans la toiture, au-devant des guichets. Barbet les conduit aussitôt dans les combles du musée. Il se hâte, malgré son âge, malgré sa répugnance pour les escaliers de service et la poussière des greniers. Depuis son perchoir, ce qu'il découvre alors le sidère. La lumière de mai devrait baigner la plus moderne et la plus belle des capitales du monde. Au lieu de cela, la Seine n'est qu'un tunnel de feu. Il y en a comme Edmond de Goncourt qui s'en émerveille. Vu par la trouée des arbres l'incendie de Paris, un incendie ressemblant sur le ciel de la nuit à des gouaches napolitaines, d'une éruption du Vésuve sur une feuille de papier noir. Et il y en a qui bravent ce déluge volcanique. Le 26e bataillon de chasseurs, par exemple, emmené par un grognard de la plus belle étoffe, le commandant Bernardi de Sigoyer. Cet homme-là est un guerrier anonyme, mais un brave, et charismatique avec ça. Quoique marquis, il sort du rang. Ces hommes le vénèrent, ils le suivraient en enfer. Il a fendu la ville d'un pas léger, en avant de la soldatesque. Il emmène des tirailleurs, pas des bourreaux. Cette avant-garde n'entend pas moins en découdre. Or, Sigoyer a reçu l'ordre d'attendre. Jusqu'au matin, jusqu'à nouvel ordre. L'éclaireur qu'il a dépêché n'a pu dépasser le pavillon de Flore. Il régnait à ses pieds une chaleur de fonderie. Son rapport néanmoins est formel. Le feu progresse, des fumerolles aux crevés des toitures signant dans le ciel une menace imminente pour le musée. Voilà soudain Sigoyer pris d'un dilemme. Il a trépigné jusqu'à 6 heures, puis sans prendre de nouvelles instructions, sans respecter celles qu'il avait reçues, il a donné l'ordre à ses troupes d'avancer. On a bousculé les derniers défenseurs de la terrasse des Tuileries. Parmi ces attardés, certains se sont engouffrés dans le musée, sans doute les fous qu'Héron a signalés à Barbet. Tandis qu'un détachement tiraillait sous les ombrages, le gros du bataillon a progressé le long de la terrasse, faisant le gros dos au pied du mur, sous le feu des batteries du Pont-Neuf et de fédérés attardés à la butée du Pont-Royal. 8 heures sonnaient quand les premiers éléments sont entrés au Louvre par la porte des Lions, que Barbet a fait tout juste verrouiller. À cette heure-là, à l'autre bout du palais, nous l'avons dit, Barbet n'a pas encore vu l'ombre d'un officier versaillais, ni même un pompier, et pour cause, ceux-ci n'opèrent qu'en retrait du front. Sigoyer, lui, a fait mettre les fusées en faisceau. Un ordre lui parvient enfin, avancer coûte que coûte. Superbe, il l'ignore. Il lui faut d'abord sauver le Louvre. Sigoyer constate aussitôt que dans les combles, le feu a dépassé la porte des Lions, qu'il court sans obstacle.
Il en conclut qu'il faut pratiquer une trouée dans les toitures. Dans 2 heures, les officiers présentés à Barbet ne préconiseront pas autre chose. Pas d'autre moyen, en effet, pour que la fournaise cesse de ramper vers le musée, pour qu'elle se perde dans les nues. En clair, il faut redresser l'effet de cheminée que créent les combles ininflammables. Il faut le verticaliser. On s'empare de tout ce qui martèle, de tout ce qui pilonne, de tout ce qui hache. Presque aussitôt s'organise une noria à partir des prises d'eau des anciennes écuries impériales. Une centaine de chasseurs se ruent sur les toits comme des corsaires à l'assaut d'un galion. On cogne dur. Rien ne flambe encore, pourtant tout vous brûle. L'atmosphère même vous consume. Les chasseurs du 26e brisent les ardoises, pulvérisent les voliges. Ils s'arrachent les mains au contact des plombs et des zincs chauffés à blanc. De loin en loin, des tirailleurs fédérés les canardent comme des pipes de foire. Il est 10 ou 11 heures quand l'incendie de l'aile de Flore est circonscrit. Déjà, du levant, s'élèvent de sombres colonnes de fumée. En quittant l'hôtel de ville où, dès les premiers jours, ils ont siégé, les membres du conseil de la commune y ont mis le feu. La maison commune flambe comme une torche, un acte malheureux. Les décors d'Ingres ou Delacroix s'évanouissent dans les flammes. Un acte contre-productif. En incendiant son siège symbolique et ses annexes, la commune réduit à néant la mémoire des plus humbles. Avec les registres de l'état civil, en effet, c'est l'histoire du petit peuple qu'on ensevelit sous les cendres. C'est encore à cet instant que débarquent sur les toits le vieux Barbet et les 2 officiers qui l'accompagnent. Outre le tunnel de feu sur la Seine, ils découvrent ses soldats en bras de chemise et leur officier impavide. Il le reconnaîtra plus tard, l'angoisse était si forte qu'il n'a pas demandé à ses compagnons l'identité de ce sauveur tombé du ciel, ni même quelle unité il commandait. Il comprend instantanément que l'intervention a porté ses fruits. Les collections sont sauves. Le rideau tombe alors sur le rôle de sa vie. Le rôle de sa vie, Sigoyer l'a joué lui aussi, sans mot d'ordre, sans même adresser un mot à Barbet de Jouy. Pressé de reprendre sa marche vers l'Est, il ne songe pas à saluer son comparse insoupçonné. C'est à peine s'il prend le temps d'écrire à sa femme. J'ai enlevé ce matin avec mon bataillon le quai du Pont-Royal et des Saints-Pères et pris possession du Louvre. J'ai eu le bonheur de contribuer à sauver les richesses artistiques de notre pays. Je me porte bien et t'aime bien fort. Cette lettre ne sera jamais postée. L'après-midi même, Sigoyer et ses hommes bataillent dur. Le lendemain, ils se distinguent au nord de l'hôtel de ville qui n'en finit pas de flamber. Au soir de cette journée de combat, les chasseurs et leurs chefs déposent les armes place des Vosges, dont le quadrilatère parfaitement clos ménage un havre de paix. Au bivouac, le commandant Marquis ne tient pas en place. Il compte s'emparer de la place de la Bastille au plus tôt. Il lui faut en reconnaître les avant-postes. Vers 1h, le 26, il s'enfonce dans la nuit. Dans le noir, il débouche sur la place par la rue Jean-Beausire. À pas de loup, c'est certain. Mais cette précaution-là ne suffit pas. À 2h du matin, place des Vosges, on constate son absence. On ne le retrouvera qu'à 9h, à moitié enseveli sous les débris calcinés d'une maison qu'on avait incendiée. La rumeur fusera qu'on l'a amputé des mains et des pieds. On criera au meurtre vengeur, à l'immolation expiatoire, sauvage. L'Assemblée nationale, secouée d'un unanime frisson, votera tout de go l'attribution d'une pension viagère pour sa veuve et ses orphelins. Le brave commandant n'avait succombé pourtant qu'au coup d'une sentinelle embusquée, rien d'autre en somme qu'un destin de soldat. Les 2 hommes avaient sauvé le sel de la civilisation. C'était bien ainsi. Et c'était assez comme cela. La France avait d'autres plaies à penser. Un temps administrateur de son cher musée, Barbet en fut chassé peu après, une fois la République définitivement installée en ses meubles. Il expirerait paisiblement, sans jamais faire valoir ses exploits. Le journal qu'il avait tenu des heures sombres ne fut publié qu'après sa mort. Jamais donc il n'avait réclamé. On l'oublia. Quant à Sigoyer, son souvenir allait s'évanouir quand en 1921, un mécène fit au Louvre un don de 50 000 francs susceptible d'être doublé, afin que fût érigée une statue de marbre blanc, en pied, grandeur nature, entourée des allégories de la prudence et de la valeur militaire. Plus que généreuse, l'intention n'accoucha que d'un modeste buste.
Exposé en un lieu fréquenté, celui-ci aurait pu toutefois édifier des foules de visiteurs. Il trône fort discrètement dans la salle du conseil d'administration du musée. Nul ne le voit. Les ruines des Tuileries ont été rasées, leur jonction béante avec les pavillons de Flore et de Marsan cicatrisés. Seule l'incongruité d'un pignon aveugle à mi-course de l'aile de Marsan perpétue le souvenir d'un chantier de reconstruction interrompu. Sinon, nulle trace de la flambée iconoclaste. On n'a pas souhaité s'en souvenir. Et bien des gens ont cru être héroïques qui n'étaient que stupides, soupire Maxime Ducamp dans ses Convulsions de Paris. Héroïques, Barbet et Sigoyer l'ont été. Et plus stupides encore, ceux qui se sont appliqués à les effacer de nos mémoires.